La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Bienvenue à toutes et tous, Parlons Vrai, c'est Parlons Femmes sur Sud Radio, la voie vers l'universalisme du féminisme pour tous, le féminisme autrement, c'est Parlons Femmes. Avec une plume précise et habitée, elle explore les zones d'ombre de l'âme et donne voix à ceux que le silence a longtemps enfermés. La romancière Rose Mallet vient de publier Ne reste que la nuit aux éditions du Gros Caillou et elle est prise du coquelicot noir, je l'ai descendu. Un nouveau thriller coup de poing où les frontières sont poreuses de fait et c'est très prenant. Moi, j'ai pas lâché le livre. Bienvenue sur Sud Radio, Rose Mallet. Bonjour. Bonjour. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Eh bien, Parlons Femmes, Parlons Vrai, c'est Sud Radio, Rose Mallet, les questions de Parlons Femmes. Alors, la première, quel mot ou quelle image vous vient spontanément quand on vous parle de féminisme ? Alors ça va être plutôt une image, parce que je marche beaucoup aux images. Moi, quand on me parle de féminisme, je vois souvent une femme sur une scène ou sur une estrade en train de prendre la parole devant un parterre d'hommes et de femmes. Voilà, une oratrice qui c'est beaucoup ça. Libère, quoi. Et je trouve que c'est une belle image, parce que pour moi, le féminisme, c'est quand même essayer de donner une place à la femme dans l'espace public. Ouais. Je trouve qu'elles ne l'ont pas encore assez, ou du moins elles doivent se justifier souvent d'être là. Et donc cette femme oratrice, pour moi, c'est vraiment l'image du féminisme. D'accord, c'est une belle image d'ailleurs. S'il y avait un stéréotype, un seul d'ailleurs, sur les femmes que vous pouviez supprimer comme ça d'un claquement de doigts, ça serait lequel ? Ce serait la femme qui doit prendre soin. En fait, ça, je trouve que c'est donner une charge mentale à la femme. De la nourricière, quoi. Un peu, prendre soin de ses enfants, de son foyer, de son homme. Et ça oblige à organiser, à penser toujours à tout. Ça amène la charge mentale. Et ce serait bien qu'on s'en dégage un petit peu et qu'on partage tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait plus de partage des tâches sur ce soin, justement, apporté à la famille, en fait. Voilà, qu'on arrête de mettre la femme dans ce rôle de c'est elle qui doit prendre soin. Les hommes sont capables de le faire. Les hommes peuvent prendre soin aussi, effectivement. Ouais. Ouais, ça, c'est important. Qu'est-ce qui, dans le droit des femmes, quelle mesure, selon vous, a vraiment changé la donne ces dernières années ? L'accès à l'avortement, très certainement. Je pense que c'est... Allez-y, parlez bien devant le micro. Oui, pardon. Je pense que c'est la mesure phare de pouvoir disposer de son corps, de pouvoir choisir sa vie, parce que de toute façon, une grossesse, c'est choisir sa vie. Et pour moi, c'est la plus grande mesure qu'on ait pu avoir ces derniers temps. C'est la plus importante, surtout quand on voit le recul de ces droits dans pas mal de pays, même des grandes démocraties comme les États-Unis. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, justement ? Moi, ça m'évoque que rien n'est jamais acquis, qu'il faut toujours se battre pour garder nos droits et qu'au moindre grain de sable, on peut repartir en arrière. Donc c'est bien que ça a été inscrit dans la Constitution pour vous ? Oui, c'est bien. Après, je suis un peu plus mesurée parce que c'est inscrit dans la Constitution. Pour autant, l'accès à l'avortement est de plus en plus compliqué pour les femmes. On voit, en France ? Pas partout. On ne va pas généraliser tout, mais on entend beaucoup... Dans certaines zones peut-être plus rurales. Voilà, les plannings qui ferment faute de moyens. C'est vrai qu'on a du mal à... J'ai l'impression que les moyens sont de plus en plus restreints pour pouvoir avoir accès à cet avortement. Vous habitez en Normandie, Rose Mallet, vous le voyez ça dans votre région ? Moi, je ne le vois pas personnellement, parce que j'ai jamais eu affaire au planning familial, mais c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux et je suis pas mal de choses comme ça, et j'ai un sentiment que quand même si c'est marqué dans la Constitution, ça ne veut pas dire que les femmes ont accès à l'avortement facilement. Ça reste toujours un combat et il faut quand même faire attention à ça. Bien sûr. Donc, je suis un peu mesurée sur cette inscription au droit. Un peu de nuance, quoi. Oui. C'est pas mal la nuance. Ça nous manque en ce moment. Tout n'est pas noir ou blanc. Voilà, c'est clair. Ça peut être gris ou violet, d'ailleurs. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace dans le féminisme tel qu'il est porté aujourd'hui par les féministes ? Pas vraiment. On mène notre combat. Alors, le seul truc qui pourrait m'agacer, c'est qu'on a du mal à s'entendre parfois. À faire un front unique, il y a toujours des discussions au sein même du féminisme. Mais dans l'ensemble, peu de choses m'agacent. Vous êtes féministe, Rose Mallet ? Je pense, mais je pense que toutes les femmes le sont plus ou moins, en tout cas.
Oui. Voilà, à moindre mesure. Après, on n'est pas tous en train de... Encore un peu de nuance, quoi. Oh, ça va être que ça. On adore la nuance. On va parler un peu de vous. Simone de Beauvoir nous disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle nous le disait dans Le Second Sexe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment particulier dans votre vie qui vous vienne comme ça, où vous êtes devenue femme ? On peut devenir femme 2 fois dans une vie. On peut devenir femme autant de fois qu'on veut. Ça va être encore tout en nuances. Je suis devenue femme, la femme qu'on attendait de moi au moment des grossesses. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai pris à bras le corps Vous avez pris soin ce rôle. J'ai essayé de prendre soin, en tout cas, ce rôle de maman. J'ai découvert donc cette fameuse charge mentale qu'il fallait mener tout de front, la grossesse, l'éducation, le travail aussi. Et je suis devenue la femme que vous aviez envie d'être. Que j'avais envie d'être. Enfin, je suis sur le chemin, en tout cas. Avec votre premier livre. Non, pas avec mon premier livre, quand je me suis séparée du papa. D'accord. Je me suis retrouvée vraiment seule et j'ai pu... je crois qu'il n'y avait plus de discussion possible. Je faisais ce que j'avais envie de faire, sans négociation, sans... Donc l'affirmation de vos désirs aussi. Hein. Voilà. Et les livres en ont découlé de tout ça parce que je me suis... affirmée, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses toute seule et je crois que je suis devenue femme aussi à ce moment-là. C'est comme ça que vous avez commencé à écrire en fait. D'accord. C'est quoi vous vous souvenez du premier instant où tout d'un coup vous avez dit ça y est, c'est ça que je veux faire? Alors, je me le suis pas encore dit ça y est, c'est ça que je veux faire. Pourtant vous êtes au 2e livre. Ouais, c'est ça, mais parce que les histoires m'animent. Je me dis pas je vais écrire une histoire, c'est plutôt l'histoire qui vient me chercher. Vous emmène. D'accord. Et ça en fait un livre ou ça fait pas de livre, hein, ça dépend des histoires, mais il y a eu plusieurs histoires que vous avez eu envie de raconter et que vous n'avez pas réussi. Alors, c'est pas réussi, c'est que c'était pas. Ça vous a pas embarqué. Voilà, ça, et puis ça n'embarquera pas les lecteurs non plus. C'est soit plus intime, soit pour l'instant, c'est pas le moment en tout cas. D'accord. Et alors, dans Ne reste que la nuit, hein, je rappelle votre livre hein, qui est sorti jeudi dernier, hein, c'est tout frais, aux éditions du Gros Caillou. Votre personnage Serge, qui est commandant de police, il n'a que quelques heures hein, pour écouter Lila, pour comprendre ce qu'elle a vécu, puis viendra l'autre version, hein, celle du frère, qui bouleversera tout. C'est très prenant, on a envie de savoir, pour ces 3 personnages en fait, vraiment l'intériorité, vous nous la donnez aussi à la fin, au milieu, enfin vous nous promenez vachement, c'est un page-turner, hein, vous arrivez vraiment à nous tenir. D'où vous est venue cette idée et de quoi vous êtes inspiré pour écrire ce livre? L'histoire je l'avais pas, j'avais le duo. Lila et Antoine dans l'enfance parce que j'avais très envie d'écrire sur des enfants. Je sais que Est-ce que vous avez un frère? Oui, j'ai un frère, mais rien à voir. Alors vraiment, j'espère pour vous. Notre relation n'a pas grand-chose à voir. Donc vraiment, je me suis pas inspirée de ma relation avec mon frère. Je crois que je me suis inspirée de lectures où j'avais des enfants et j'ai trouvé ça super chouette d'écrire sur des enfants parce que c'est marcher sur un fil à chaque fois. Parce que c'est assez compliqué quand même d'écrire ce genre d'histoire sur les enfants. On sait que les lecteurs, ils sont plus touchés par des enfants, c'est comme ça. Et ça marche, hein, vous nous prenez aux tripes. Et j'avais vraiment envie de me frotter à ça, à l'enfance, aux jeux d'enfants. Je me suis fait plaisir en mettant quelques petites références à mon enfance aussi. Mais voilà, raconter ce lien qui les unit dans l'adversité, on va dire, et travailler et un peu gratter cette relation. Ouais. Et alors, vous aviez écrit un premier livre qui s'appelle « Et ensuite le silence ». C'est aussi un roman assez tendu psychologiquement. Avouons-le, très sombre. Et quand on vous regarde, on se demande d'où ça vous vient, tout ça. Je sais pas. C'est un équilibre. Nuancé encore. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Je suis tout en nuances. Non, et ensuite le silence, ça a été... Alors, c'est pas mon histoire, mais ça a été beaucoup de mon histoire puisqu'il est question de séparation. Donc forcément, j'ai été un peu grattée ce que moi, j'ai ressenti. Ce parcours du combattant, de la mère célibataire pour essayer... Vous avez 2 enfants. Hein. Oui, c'est ça. Et pour essayer de trouver un équilibre suite à une séparation, d'allier, encore une fois, le travail et l'éducation des enfants. Et ça, j'ai été chercher ça un peu personnellement. Après, le fait que ce soit très noir... J'aime bien. J'aime bien lire le noir. J'aime bien écrire le noir. Voilà, c'est le type de lecture que vous avez aussi. Quoi. Oui. Quels sont vos grands auteurs de référence? Alors moi, c'est Karine Jebel, dans le noir, que j'aime beaucoup, et Sandrine Colette aussi. D'accord, donc des femmes. Oui. D'accord. Je lis de plus en plus des femmes. D'accord, pourquoi? Parce que
elles ne sont pas assez mises en avant, je trouve. Par soutien. Là, oui, déjà. Je trouve que c'est important aussi par des petits actes comme ça. En fait, c'est mon féminisme aussi. Ouais, c'est ça. C'est par des petits actes. Alors, je ne dis pas que je ne lis pas les auteurs masculins parce qu'il y en a des très bons et je les lis aussi, mais voilà, moi j'ai choisi de mettre en avant à chaque fois qu'on me posait la question plutôt les femmes. Parce qu'en plus, dans le monde du thriller, elles sont pas forcément mises en avant toujours. C'est vrai qu'on en connaît peu, on a moins de références. Ouais, on a un petit peu de retard là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un collectif qui s'appelle les Louves du Polar qui fait du très très beau travail là-dessus, qui essaye de mettre en avant les autrices du noir. Dont vous faites partie du coup? Non, j'en fais pas partie, mais voilà, je suis là, j'en parle. D'accord. Et donc en fait, pour vous, écrire, c'est un engagement, quoi, Rose Mallet? Un petit peu. Un petit peu, j'ai toujours des messages. J'ai toujours des messages à faire passer. Après, je profite de ce que je raconte pour faire passer des messages, mais je ne vais pas écrire juste pour faire passer des messages. J'essaye de glisser de temps en temps pour que les gens prennent conscience de certaines choses. Alors, c'est quoi le message de ce livre? Dans le premier, le message que j'avais voulu passer, c'était justement de faire attention à ces mères célibataires qui sont épuisées épuisées par ces divorces et par ces choses-là. Et dans Ne reste que la nuit. Dans Ne reste que la nuit, le message, c'est que derrière les portes des maisons, il se passe souvent des choses qu'on ne voit pas. Là, le message, il n'est pas forcément mis en avant pendant toute la lecture, mais c'est vrai que... c'est les violences... Voilà, les violences intrafamiliales, ça ne se voit pas forcément. Voilà. Les gens ont parfois tendance à fermer les yeux aussi. Peut-être parce que c'est plus simple aussi de fermer les yeux. Et donc vous nous les ouvrez là, hein. Vous nous les ouvrez bien, hein, ça marche. Hein. J'essaye. Et il y a une dualité des récits aussi sur notre rapport à la parole, à la mémoire, à notre époque. Il y a quelque chose que vous nous racontez là-dessus aussi. Ça, c'est ma vision à moi, c'est ça? Ça vous fait sécher? Oui, un petit peu. Non, dans la dualité des récits, moi, ce que j'aime bien, c'est donner la parole à tout le monde. Dans mes histoires, c'est vrai que je vais avoir très peu de passe-plat, on va dire. Chacun vient avec son bagage et son histoire. Chacun vient avec son récit. Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, encore une fois. Il y a du violet, du jaune et du bleu. Et là, mes trois personnages, ils sont tous les trois très attachants et on leur trouve à tous les trois des excuses. Et pourtant, ils ont fait des choses pas forcément correctes non plus. Voilà, j'aime bien un peu montrer toutes les façades de l'humanité, quoi. C'est ça. Allez, restez avec nous sur Sud Radio pour Parlons Femmes. On est avec Rose Mallet et son roman Ne reste que la nuit. C'est aux éditions du Gros Caillou. Je vous le recommande. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est le féminisme autrement, femmes et hommes ensemble, pour les droits fondamentaux évidemment. Aujourd'hui, je suis avec Rose Mallet pour son nouveau thriller Ne reste que la nuit. C'est sorti aux éditions du Gros Caillou. Alors, je voudrais revenir un petit peu, Rose, sur cette dualité dont on parlait, parce qu'on peut-être que c'est moi qui n'ai pas été très claire. C'est vrai qu'il y a une dualité des récits. Donc, déjà, chacun a son récit, ok. Ensuite, il y a une dualité de prise de parole, parce que dans les mots qu'ils disent, on peut avoir telle ou telle interprétation. Et puis ensuite, il y a quand même le rapport à la mémoire, parce que chacun a son souvenir qu'il raconte de sa manière. Et puis, alors, il y a le dernier step, c'est le doute, en fait, que ça crée chez le lecteur et chez les personnages eux-mêmes. C'est ça. Ça, c'était important pour moi, notamment sur la première partie où on a Serge et Lila. Lila, pardon, ne parle pas beaucoup. Serge, c'est le commandant. Voilà. Lila et Antoine, ce sont les deux enfants qui sont vos personnages. Lila est auditionnée et c'est vrai qu'elle parle peu et du moins elle va à l'essentiel en laissant beaucoup de blanc dans son discours. Et c'est Serge qui va essayer d'interpréter les silences. À tort ou à raison, ça fait partie de son travail, mais c'est vrai que lui se projette énormément dans la parole de Lila. En ce qui concerne la mémoire... Et on va comprendre pourquoi après, d'ailleurs. Oui, voilà, on va comprendre parce que lui, déjà, ça lui fait écho, et puis parce que je pense que son travail de flic le biaise aussi, qu'il a certainement vu des choses un peu compliquées, et que forcément, les silences ou les jeunes femmes comme ça, il en a vu passer, et il a l'habitude de combler. Et puis effectivement, lui, il a sa mémoire qui travaille aussi. Que ce soit Lila, Antoine et Serge, c'est vrai qu'on a toujours ce doute de qui dit la vérité. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui ment ou est-ce que c'est juste une différence de point de vue? Mais moi, j'adore jouer avec ce doute, jouer avec ces
ces souvenirs qui sont pas forcément biaisés, mais dont chacun a l'interprétation différente. Ouais. Alors ça résonne vachement aujourd'hui parce qu'on est quand même dans l'époque de la désinformation ou de la mésinformation, et que chaque information a un traitement différent en fonction de la personne aussi qui va la recevoir. Donc quelque part, peut-être sans vous en rendre compte ou peut-être en vous en rendant compte totalement, vous nous faites aussi un petit portrait de ce que c'est que notre société aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est quand je dis j'aime donner la parole à tout le monde, c'est exactement la même chose que quand on regarde des informations. Il faut avoir les deux points de vue avant de se faire une idée. Alors moi, j'ai des adolescents à la maison et c'est un peu mon leitmotiv de dire t'as vu cette vidéo, maintenant peut-être renseigne-toi sur ce qu'elle veut dire, sur qui l'a sorti aussi cette vidéo. C'est ne pas prendre le message pour argent comptant. C'est pas simple d'avoir 2 ados à la maison sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous faites pour les protéger ? On parle énormément. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est ça qui sauve tout, la conversation. Voilà. Quoi. Je pense que ce serait un peu naïf de leur couper les réseaux parce qu'ils iraient quand même. Déjà, ils y vont quand même. Donc, le mieux, c'est de débriefer et de débunker chaque vidéo. Quand j'entends 2-3 mots, je dis bon, tu me la montres et puis on va en discuter un peu. Ils ont quel âge, vos enfants ? Ils ont 16 et 14. Ah oui, donc ils sont vraiment en plein dedans. Oui, c'est ça. Alors, pour revenir un petit peu à votre livre, que je rappelle, Ne reste que la nuit, qui est sorti aux éditions du Gros Caillou, il y a dans votre narration, c'est une narration fragmentée, tendue, c'est presque cinématographique. Alors j'avais envie de savoir, est-ce que c'est comme ça que vous écrivez ? Est-ce que vous vous projetez dans l'image ? Oui. Ouais. Souvent, mes livres, de toute façon, partent d'une scène que je visualise. Alors après, je vais broder autour, mais alors là, ça part de quoi ? La première scène que j'avais eue pour celui-ci, alors je peux pas la raconter parce que ça va spoiler évidemment, mais j'avais eu une scène autour d'un nourrisson et donc je vais dit comment j'arrive à cette scène-là en fait. Et souvent mes scènes, je les visualise énormément avant de les raconter et je pense que c'est ça qu'on voit dans mes récits. Ouais, c'est ça. Moi, je décris ce que je vois et ce que je ressens. Ouais. Et ça fonctionne. Ouais. Alors, il y a du suspense, il y a de la tension, il y a une vérité éclatée. Alors, on parle de couleurs, mais il y a aussi du gris. Vous allez chercher dans la zone grise de l'humanité, en fait. Oui. C'est ça qui vous intéresse. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de... Alors, en tout cas, dans mes personnages, je cautionne pas tout ce qu'ils font, mais en tout cas, j'essaie de leur donner des raisons qui leur ont amené jusque-là. Un parcours, quoi. Ouais, ils ont tous un parcours de vie. Ils ont tous une explication, bonne ou mauvaise, mais ils ont tous une explication. Et puis, ce sera pas une excuse, mais c'est, en fait, je comprends pourquoi elle agit comme ça. Je comprends pourquoi il a agi comme ça, parce qu'il y a eu tout ça avant. Et j'ai du mal à faire des personnages juste antipathiques ou juste sympas. J'ai besoin d'avoir les deux pans, j'ai besoin qu'ils soient complets comme nous, en fait. Alors, il y a un truc que je vais dire sans spoiler, c'est qu'il n'y a pas de mère dans l'histoire. Non. Et vous êtes mère, vous êtes sucrée de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que j'avais bien brodé toute la mère sur le premier, donc j'avais un peu envie de m'éloigner de ça. Voilà. Il y avait le problème de ne pas reprendre toujours les mêmes personnages. Et oui, il n'y a pas de mère. Et alors, en tant que femme, quand on écrit, est-ce que c'est une forme de réparation, voire de réappropriation, je vais y arriver décidément, du corps ou de l'histoire pour vous, quoi. Il y a un truc quand même... Non, pas quand j'écris des romans. Moi, vraiment, l'écriture de romans, c'est pas une question que vous posez, quoi. Non, pas du tout. Par contre, moi, j'écris personnellement dans un journal tous les jours de façon automatique. Et ça, oui. Et ça, oui, plutôt. Ça c'est un exutoire et ça vous permet aussi de... Ça permet d'activer la créativité, de sortir les choses bonnes ou mauvaises, de faire un point sur où j'en suis. C'est vraiment cette écriture-là qui... ça soigne, en fait. Oui, qui me soigne. Voilà. Par contre, les romans, j'écris un roman. Le roman, c'est parlons vrai sur Sud Radio, c'est un kiff, quoi. Voilà. C'est ça. Dans les milieux du livre et du cinéma, on l'a dit, il y a encore des biais liés au fait d'être une femme. Ça bouge quand même, non ? Oui. Oui, ça bouge. Après, en tant que femme, je dirais pas assez, mais il faut laisser aussi le temps et l'espace de faire les choses. Je vais pas parler du milieu cinématographique parce que je connais pas spécialement, mais au milieu du livre, oui, ça bouge de plus en plus. Les femmes sont de plus en plus présentées et c'est très bien. Et alors, ce qui est intéressant pour revenir à votre nuance, c'est que les frontières sont toujours poreuses dans l'humanité et que finalement, réinjecter de la nuance, ça nous permet de voir le monde autrement aussi, comme il est peut-être plus. Oui. Oui, le monde est nuancé de toute façon. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette époque qu'on vit aujourd'hui où tout est noir ou blanc, justement ?
Ah, vous trouvez que tout est noir ou blanc en ce moment? Pour majorité de gens, ah, oui. On va dire qu'il y a une certaine montée des extrêmes, oui, etc. Alors dans ce sens-là, c'était quoi la question, pardon? Qu'est-ce que vous pensez de cette époque? J'étais sur mon noir et on est en dehors de la nuance, justement, complètement. Sur les extrêmes. Alors moi, en tant que mère, je suis assez flippée. Je vous avoue que je ne sais pas trop dans quoi j'embarque mes enfants. Je les vois stressés. Ils stressent vos enfants? Oui. Mais je pense que c'est la majorité des jeunes ados, qui commencent à stresser, à se poser des questions sur ce qu'ils vont devenir. Il y a plein de choses. Alors en ce moment, il y a Parcoursup. Donc on voit les jeunes un peu stressés, mais quand on voit les extrêmes monter aussi, c'est... Puis l'état de la Terre et tout ça. C'est ça. Pour eux, c'est assez angoissant, mais pour moi aussi. Mais peut-être j'ai un peu plus de recul en me disant, bon, moi j'ai ma place, j'ai trouvé ma place. Eux, ils ont encore tout à faire. Et je trouve qu'en plus, les réseaux sociaux en rajoutent une couche aussi dessus. Donc c'est vrai que pour eux, l'avenir n'est pas radieux. Et c'est angoissant et c'est sûr qu'un peu de nuance, ça leur ferait pas de mal. Si vous aviez un message pour les jeunes femmes qui veulent devenir écrivaines, qu'est-ce que ça serait, Rose Mallet? Du courage, beaucoup de courage. Ouais, vous avez galéré? Alors, j'ai pas galéré, mais faut pas abandonner en tout cas. Parce qu'écrire un roman, c'est long, c'est fastidieux, c'est passé par 1000 émotions. Un jour, on va trouver ça super, ce qu'on écrit, le lendemain, on va dire, en fait, c'est nul. Mais il faut quand même continuer, il faut s'armer de patience aussi pour trouver un éditeur, même si on n'est pas obligé de trouver un éditeur. On peut autoproduire les livres aujourd'hui. On peut auto-éditer, ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs. Donc oui, il faut beaucoup de patience, beaucoup de courage dans le sens où il faut être téméraire. Mais après, qu'est-ce qu'on se sent vivant quand on fait ça? Parce que vraiment, c'est ressentir une palette d'émotions extraordinaire. Et vos personnages, ils sont complètement détachés de vous? Est-ce qu'ils ont leur petite vie à eux? Là, ça y est. Ils vous visitent? Ça y est. Une fois que c'est sorti, voilà, ils dégagent. Depuis jeudi dernier, ils sont partis. Ça y est, ils ont fait place à des nouveaux. Et alors, c'est qui les nouveaux? J'en parle pas, c'est beaucoup trop tôt. Non, mais ils m'accompagnent pendant tout le process d'écriture. Ils m'accompagnent énormément parce que je suis du genre à parler à voix haute et à me briefer. Donc mes enfants m'entendent parler. Maintenant, ils ont l'habitude, mais ils m'entendent parler toute seule parce que je suis en train d'essayer de gérer les dramas de mes personnages. Mais il m'accompagne partout pendant les 6 mois du premier jet où vraiment c'est très intense. C'est pas trop épuisant? Un peu. On passe par beaucoup d'émotions, mais encore une fois, sur le coup, on se dit on va jamais s'en sortir, mais quand on a fini, c'est tellement gratifiant. Puis vous y arrivez vachement bien, parce que encore une fois, moi, c'est rare que, je lis quand même pas mal de bouquins, et en l'occurrence, un page-turner comme ça n'arrive pas tous les jours. Alors je dis un page-turner pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qu'on n'arrive pas à arrêter, quoi. La page se tourne toute seule et on veut savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça serait votre souhait si vous en aviez un comme ça, un petit génie devant vous, qui vous exaucerait tout ce que vous voulez? Alors moi, tout ce que je veux bien un monde un peu plus serein pour mes enfants. Je reviens toujours au même, mais voilà, je veux bien un monde un peu plus serein, mais même pour tout le monde en fait, qu'on ait une sérénité. Voilà, parce que je trouve qu'effectivement. Est-ce que vous ne pensez pas que plonger dans le chaos comme on est en train de le faire, c'est qu'il y a forcément la lumière au bout? J'espère. Ouais. Ça s'appelle la dualité? Peut-être. Noir et blanc. C'est ça. Non, il n'y a pas toujours de la nuance partout. Voilà. Alors moi, après, j'écris des romans qui ne finissent pas forcément bien, donc y a pas, je dirais, il n'y a pas forcément la lumière au bout du tunnel. Mais c'est tout ce que j'espère en tout cas. Mais c'est quand même des histoires d'humanité que vous nous racontez. Donc même s'il n'y a pas cette lumière au bout du tunnel, finalement, le lilas, il y a de la lumière un peu. Et il y en a qui s'en sortent. C'est ça. Il y en a qui s'en sortent plutôt bien dans l'histoire. Sans spoiler. Un petit mot pour les auditrices, les auditeurs avant qu'on se sépare. Vous avez un petit message à leur faire passer? Achetez mon livre. Oui. Achetez mon livre. Alors, ça va faire moralisateur, mais acheter des livres. La lecture, c'est super sympa. Il y aura toujours un livre qui va vous plaire. Dans n'importe quel genre, vraiment, il y a une palette d'histoires vraiment incroyable. Si vous ne savez pas quoi acheter, allez voir les libraires. Ils ont des super conseils à donner. Donc voilà, lisez, parce que c'est vachement bien. Et en plus, en ce moment, ça fait du bien.
Bien sûr. Merci beaucoup, Rose De rien, Mallet. merci à vous. Je rappelle votre livre Ne reste que la nuit. C'est aux éditions du Gros Caillou. C'est sorti jeudi dernier. Courez l'acheter si vous aimez les histoires qui tiennent. Ça fonctionne. Et puis nous, on a rendez-vous évidemment dès demain à 19h pour cet excellent. Puis la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Femmes à 13h30. Merci à Jamel qui réalise pour vous aujourd'hui. Merci encore, Rose Mallet. Merci à vous. Bisous à tous. Bye bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.